Rebonjour à tous pour la suite de ces estivales de la Fondation Partage et Vie en partenariat avec le magazine L'Express. Notre deuxième table ronde est consacrée à un sujet qui nous concerne tous, comment vivre en se touchant moins mutuellement. Eh bien, c'est la contrainte qui va être la nôtre pendant un certain temps encore d'ici à ce que l'on trouve un vaccin. Je vous laisse, Claude Jandel, nous présenter plus en détail ce deuxième temps d'échange. Merci Claire. Effectivement, c'est un sujet capital puisque on pourrait se poser la question du maintien ou de la recréation d'un lien social sans ce sens majeur qu'est le sens du toucher. Et c'est la question qui va être abordée dans le cadre de cette table ronde. Alors, vous savez que les gestionnaires d'EHPAD et leurs équipes se trouvent aujourd'hui confrontés à deux exigences qui sont quelque peu contradictoires. D'une part, l'une qui est sécuritaire et qui s'appuie sur le principe de précaution, et puis la seconde qui doit privilégier pour autant le respect de l'autonomie et de la liberté, tout en assujettissant cette autonomie à une certaine prise de risque. Donc on va évoquer, dans le cadre de cette table ronde, et tenter de répondre à la question de comment gérer la probabilité d'un risque en laissant un peu de place au toucher, ou comment encore concilier distanciation physique, barrière et attachement. Tous s'accordent à considérer qu'effectivement le lever des restrictions des visites, notamment en EHPAD, impose le maintien des mesures barrières, parmi lesquelles cette distanciation physique, et qui, de fait, contraint les personnes à ne pas pouvoir se toucher mutuellement. Pour autant, si les canaux de la communication verbale et visuelle sont encore opérants dans un grand nombre de situations, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils ne peuvent en tant que tels pas se substituer au contact charnel et au ressenti procuré par le toucher. En effet, les vertus apaisantes, on le sait, du toucher thérapeutique, du toucher massage, susceptible d'améliorer, de soulager la douleur, est bien connu, bien établi. Et on sait également que le toucher à visée affective, pour offrir du soutien, du réconfort, ou qui accompagne l'information verbale, peut être un toucher qui va avoir un rôle important dans le maintien du lien à la personne. On parle de toucher expressif, on parle de toucher qui prend soin et qui n'est donc pas forcément orienté vers une tâche définie. Ce toucher affectif exerce, on le sait, des effets positifs sur l'estime de soi, sur les émotions. Et à l'instar de l'attachement, concept qu'on réserve habituellement à l'enfance, ce concept d'attachement s'applique probablement de la même façon aux personnes plus âgées, y compris aux personnes qui n'ont plus leur capacité cognitive. On sait que les émotions sont régies par une structure qu'on appelle le cortex frontal, qui est une partie du cerveau qui reste tout à fait opérante, y compris dans les formes très avancées de ces maladies neuroévolutives. Et donc la question de fond est de savoir si, oui ou non, le maintien du toucher affectif ne peut pas maintenir chez ces personnes les émotions et finalement s'inscrire dans une dualité avec le proche pour recréer cette relation indispensable. Et c'est donc toute cette question qui va être abordée à travers cette table ronde. J'invite donc la première personne à s'exprimer. Merci Claude. Alors avant toute chose, je voudrais rappeler aux internautes qu'ils ont la possibilité de poser leurs questions et je vous en prie, faites-le. Ça enrichit vraiment l'échange et l'éclairage que nous pouvons avoir sur cette question de grand âge confrontée au coronavirus. Pour inaugurer donc cette table ronde, la philosophe Claudine Tiercelin, elle aussi anciennement membre du Comité consultatif national d'éthique. Vous occupez, Claudine Tiercelin, la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance au Collège de France. Vous allez nous parler de ce que signifie philosophiquement être privé de contact physique, de l'impossibilité de toucher l'autre dans un contexte de dépendance, et sur la nécessité de penser l'avenir dans ce champ précisément, alors que la menace du Covid, enfin de la Covid, comme l'on dit maintenant, est encore loin d'avoir disparu. C'est à vous.
Merci beaucoup. Et merci à tous. Merci à vous, Paul Droit, d'avoir superbement organisé les choses. À dire vrai, je prendrai les choses d'un peu plus loin, si vous me permettez. Parce qu'il me semble que, justement, les mois qui viennent de s'écouler nous auront fait mesurer à quel point notre rapport au monde, qui que nous soyons, notre rapport au monde, aux autres, ne passe pas seulement par le langage, mais aussi par les sens et par la perception. À l'image de ce duo que rituellement nous retrouvions chaque soir lors de ce désespérant comptage des victimes du Covid que formait le directeur de la santé et son interprète. D'un côté, l'aisance, il faut dire un peu glaciale, autorisée par le langage naturel, ou parce que Condillac aurait appelé les signes d'institution. De l'autre, ces gestes infiniment complexes, attendrissants, touchants, et de toute évidence épuisants, rendus possibles par ce langage des signes s'apparentant davantage, lui, à un langage d'action. Le recours forcé au masque, les gestes barrières imposés, le port de gants, l'attention apportée aux poignées de porte ou d'ascenseur, le paiement sans contact, l'obligation de compter davantage pour nos activités, comme en ce moment, même sur le virtuel que sur le présentiel, nous aurons mis face aux possibles empiètements, tous autant que nous sommes, de notre espace intrapersonnel, perceptif et social. Au fond, nous sommes tous un peu devenus des experts en proxémique et les textes de Edward Hall, de Erving Goffman sont revenus faire un tour sur nos tables de chevet. De là à dire, comme certains, que ces intrusions auraient fait de notre espace vital, que nous avons dû provisoirement protéger et donc réguler, quitte à accepter temporairement d'être suivi à la trace par telle ou telle application, un espace de biopouvoir, de surveillance intolérable, j'ai pour ma part du mal à accorder crédit tant au concept qu'à la chose. Et il suffit du reste de voir avec quelle rapidité, à peine lancé le signal du déconfinement, nombre des Gaulois réfractaires que nous sommes tous, pour la plupart, se sont empressés de s'égailler dans la nature en mettant bas les masques et en se regroupant sans beaucoup se soucier des gestes barrières, pourtant toujours en vigueur, pour être rassurés sur ce point. Non, notre espace social est loin d'être devenu un espace de surveillance et de contrôle des corps, encore moins des esprits. En revanche, et c'est, je crois, le sens de ce qui nous réunit aujourd'hui et qui donne réellement raison aux travaux que nous avions menés avant la pandémie dans le cadre de la Fondation Partage Vie, que je tiens à saluer, l'expérience que nous venons de vivre, qui n'est sans doute pas derrière nous, aura permis de mesurer à quel point des consignes qui, pour tout un chacun, ne relèvent guère au fond que d'une gêne relative et, souhaitons-le, provisoire, peuvent devenir vraiment problématiques, voire vitales, dès lors qu'elles touchent des personnes souffrant d'un handicap, ainsi que naturellement les personnes âgées, et parmi elles les résidents d'EHPAD, qui paient depuis le début un si lourd tribut à la maladie et pour lesquels, à l'initiative, une fois encore de Roger Paul, certains d'entre nous avions attiré l'attention des pouvoirs publics avant même que nous ayons à comptabiliser autant de victimes. Je me souviens de la réaction immédiate d'un jeune sourd faisant remarquer que le port du masque allait considérablement aggraver son quotidien, habitué qu'il était à lire sur les lèvres. Mais que dire, bien sûr, des patients et soignants des EHPAD pour qui la pratique quotidienne des soins à donner et à recevoir implique un contact tactile. Comment se redresser dans son lit, se lever, se laver, tenir son verre sans s'appuyer sur les gestes d'une personne aidante? Comment se protéger et protéger l'autre? Point de proxémique subtil et de niveau de distanciation, la notion même de distance physique, plus ou moins bonne, n'a plus de sens. Comment encore continuer à vivre ou simplement survivre, puisque cela, on ne le sait que trop, a duré un certain temps, sans qu'il soit possible d'avoir un contact autre que virtuel avec l'entourage intime et familial, sans les voir sourire, sans éprouver la chaleur de leurs baisers ou de leurs caresses. Sans doute est-ce cette accumulation des pertes de contact, du contact tactile au toucher physique, au contact humain sous toutes ses formes, rendu impossible par les mesures sanitaires, y compris jusqu'au dernier moment, pour les personnes qui, bien trop nombreuses, auront dû seules affronter la mort. C'est cela, je crois,
rend ce moment particulièrement insupportable, inacceptable, et sur lequel nous devons réfléchir et tenter d'apporter quelques réponses a fortiori si la situation devait se prolonger. Or, s'agissant du premier point, on sait toute l'importance pour la constitution du soi parmi les sens du toucher. Platon, Aristote n'ont eu de cesse de le rappeler et à leur suite tant d'auteurs comme Pierre de Jean Olivier, Thomas d'Aquin. Car le toucher est le seul sens qui permette de connaître à la fois l'objet extérieur qui provoque la sensation et l'impression sensible qui y correspond. C'est cette bipolarité du toucher qui provoque la sensation, ou plus exactement, qui semble en tout cas le distinguer, note-t-on souvent, de tous les autres sens. Toucher la pointe d'une aiguille, c'est découvrir une propriété objective que celle-ci est pointue. C'est simultanément ressentir, sous le coup de la douleur, que l'aiguille pique. Même si le toucher ne donne pas une connaissance pleine de l'âme, il donne par un sentiment réflexif, immédiat et intime, la certitude de son existence. D'où la confiance aveugle aussi que nous accordons au toucher. Ne sont réels que les objets palpables, tangibles, ceux que nous tenons en main, n'est-ce pas? On demande d'être pincé pour être ce que l'on ne rêve pas, se cogner contre un réverbère, ôte tout doute à l'idéaliste, comme le notait Berkeley. Dans son traité des sensations, Condillac rappellera que le toucher est le seul sens qui juge par lui-même des objets extérieurs. Et de même Buffon dans son Histoire naturelle, ou Kant, pour qui ce sens est le seul qui contribue à la perception externe immédiate. Et c'est justement pourquoi il est aussi le plus important et celui qui nous apporte les enseignements les plus sûrs. On sait aussi que pour Mène de Biran, les signes de la langue mère ou primitive au moyen de laquelle une nature extérieure s'annonce ou se fait entendre sont directement fournis par le toucher. Et cette croyance en une plus grande objectivité du toucher ne s'est pas démentie dans la philosophie contemporaine. La vue est peut-être plus détaillée et précise, mais elle échoue à se saisir des choses. C'est le toucher, non la vue, qui apparaît comme le critère naturel de la réalité physique. Ce diagnostic étant posé, que proposer pour améliorer, dès que possible, les choses? Premièrement, d'abord le contact. Comme on l'a dit, c'est le lien. Dieu merci, le droit de visite est désormais rétabli et sur ce plan, même si cela se passe derrière les vitres en respectant les gestes barrières, je dirais que l'essentiel est sauvé. Le langage reste possible avec les richesses inépuisables qu'il autorise dans le domaine symbolique. Mais ajouterais-je aussi celles que permettent les variations de l'espace plus largement sémiotique, avec toute sa gamme insuffisamment exploitée, je crois, d'interprétants affectifs, dynamiques, énergétiques. Cette sémiotique perceptive qui serait utile de redécouvrir pour mieux ancrer notre rapport au monde. Sur ce plan, toutefois, la personne âgée se trouve au fond, ni plus ni moins que tout un chacun, confronté sans doute à un apprentissage de nouvelles règles de vie, de nouvelles règles de civilité, ou à la redécouverte de la vertu de certains usages anciens. Ce pourquoi il est fondamental d'exiger ces visites, si nécessaire, pour le respect des attachements. En second lieu, il importe de rappeler à quel point dans l'espace sensible lui-même, on doit veiller à maintenir la qualité du toucher. Pour les raisons que j'ai dites, et dont on sait de quelle manière la tradition spiritualiste et phénoménologique française notamment, comme l'avait rappelé Jacques Derrida dans son beau livre sur le toucher consacré à Jean-Luc Nancy, de Condillac à Bergson, en passant par Mène de Biran, Ravesson, Husserl, Merleau-Ponty ou Lévinas, l'a élégamment magnifié, mais aussi pour d'autres raisons qu'il me semble important ici de rappeler, qui sont peut-être moins élégantes, mais peut-être aussi un peu moins métaphoriques, sur lesquelles les travaux récents, menés notamment sur la neurophysiologie de l'action, ceux du regretté Marc Jeanneraud, relisons Le cerveau volontaire, ont permis d'apporter un éclairage encore insuffisamment exploité, me semble-t-il, en soulignant la valeur proprement cognitive
sensorimotrice active et intentionnelle du toucher et de la proprioception qui ne se résume pas, certainement pas, au contact physique avec une peau nue. Enfin, je voudrais terminer en rappelant deux choses que notait déjà Aristote dans le traité de l'âme. La première est que, à la différence de la vue, de l'ouïe ou de l'odorat, aussi malmené par le Covid, le goût se présente comme une sorte de toucher, dit Aristote, parce qu'il porte sur la nourriture. Or, la nourriture, c'est le corps qu'on peut toucher, tandis que les autres sens ont pour but le bien-être. Sans le respect de celui-ci, il sera impossible à l'animal d'assurer sa conservation. Ce pourquoi, et c'est un point sur lequel nous avions eu déjà lors de nos échanges l'occasion d'insister, apporter tout son soin aux aliments servis est nécessaire et non superflu. En second lieu, sans le toucher, il est exclu que l'animal possède un autre sens, puisque tout corps a la faculté de contact s'il est animé. Il est donc clair que c'est le seul sens dont la privation entraîne nécessairement la mort des animaux, et que c'est par lui que se trouve définie la vie. Nous devons donc nous en souvenir. Merci beaucoup Claudine Tiercelin de ce voyage, de ce périple philosophique. On est passé par Aristote, saint Thomas d'Aquin, Condillac évidemment, pour nous montrer l'importance du toucher qui est le seul à nous offrir, nous permettre ce sentiment réflectif, c'est-à-dire cette certitude que l'on existe bien, si j'ai bien saisi. Et puis donc dans les pistes de solutions, insister sur le langage et puis sur l'espace sensible qui nous reste et notamment le goût en effet. Pour vous succéder au micro, Alain Cordier, qui est l'ancien président de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mais qui connaît bien aussi les rouages de la PHP puisque vous en avez été le directeur général. Alain Cordier, vous allez ouvrir avec nous une nouvelle perspective qui peut aider énormément les personnes âgées à affronter l'éventualité de la dépendance avec la création d'une branche spécifique de la sécurité sociale qui permettrait de couvrir le risque de perte d'autonomie. Expliquez-nous. Alors, on ne vous entend pas encore. Est-ce que vous avez ouvert votre micro ? Merci beaucoup. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Voilà. Merci. C'est toujours impressionnant de parler après Claudine, surtout que voilà, je vais faire un petit pas de côté comme vous l'avez indiqué, parce que le gouvernement a effectivement relancé la thématique d'un 5e risque de protection sociale, comme si il prenait en compte de cette manière que le vieillissement a été un facteur premier de risque dans, comme on peut le lire dans la littérature médicale en ce moment. On pourrait dire que la Covid-19 nous a rappelé combien l'âge est un marqueur de notre fragilité. Alors, la revendication de ce 5e risque, elle est ancienne. Les rapports se sont multipliés à cet effet. J'ai pu y contribuer à plusieurs reprises. Mais il est clair que le sujet fait partie des incontournables des prochaines années et que l'inscription dans le financement public est une option décisive. Mais je souhaitais ce matin réfléchir avec vous et chercher à ne pas penser ce sujet de manière trop étriquée. Et pour cela, il me semble qu'il faut d'abord bien mesurer combien la Covid-19 a illustré, et cette fois-ci de manière plus dramatique que d'habitude, la frontière trop étanche entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social et social. On le sait, beaucoup d'établissements médico-sociaux ont été, plus encore qu'en temps normal, bien trop coupés du monde hospitalier, certes sans injonction formelle comme toujours, mais dont l'implicite fut suffisamment fort pour que les choses se passent ainsi. La politique publique nécessairement très volontariste en faveur de l'hôpital a comme voilé l'engagement des professionnels du soin et du prendre soin en dehors de l'hôpital. Et nous avons en conséquence observé pas assez de discernement collégial réunissant réanimateurs, gériatres, cliniciens et proches pour le recours aux soins critiques, ou pas suffisamment non plus de déploiement de soins de support et palliatifs. Et tout ceci a laissé une blessure profonde. Et pourtant, depuis quelques années, le diagnostic est clairement posé et admis de toutes et de tous.
La littérature nous a appris que mieux soigner et mieux prendre soin sont directement liés à la capacité de chacune des compétences à intervenir en coordination avec les autres et au bon moment. En clair, nous avons tous compris combien le soin et le prendre soin sont un seul et même soin. Il me semble donc que c'est sur ce socle solide de conviction qu'il faut chercher à créer une nouvelle branche de la sécurité sociale. Pourquoi ? Pour éviter que la mise en œuvre de cette ambition ne vienne une fois de plus consolider la séparation entre sanitaire, médico-social et social. L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. L'objectif ne peut donc pas être de créer une sécurité sociale pour les personnes dont l'autonomie est altérée. Ce serait contraire à la dignité de ces personnes. La question posée me semble être celle d'organiser une vision de la protection sociale autour de la personne, en partant du fait générateur premier, son état de vie. Alors bien sûr, il faut élaborer des aides humaines et techniques en mobilisant une palette de réponses possibles. Mais il ne s'agit pas de mettre en œuvre une aide à l'autonomie seulement pour les gestes de la vie quotidienne. La perte d'autonomie est une situation, c'est-à-dire la confrontation d'une déficience à un environnement de vie inadapté. Il s'agit donc de veiller à ce que différentes formes de solidarité collective interviennent durablement et de façon coordonnée. Il en va, bien sûr, de l'augmentation des moyens consacrés au fonctionnement des établissements, mais aussi en cherchant de nouveaux modes d'intervention, tant il s'agit moins de fermer les établissements au nom d'un dogmatisme de l'inclusion que de les ouvrir. Il s'agit aussi des liens à faire vivre avec intelligence des histoires de vie entre les aidants familiaux et les aidants professionnels. Mais la réflexion peut aussi être plus innovatrice. L'une des pistes majeures en ce moment est de chercher pour certaines situations une solvabilisation des personnes plutôt que des établissements. C'est par exemple la piste tracée autour des notions d'habitat inclusif. À la différence d'un établissement, dans ce cas de figure, les personnes n'y sont pas accueillies, ce sont les professionnels qui le sont. Et dans cet exemple, il s'agit donc de savoir mobiliser les politiques sociales, mais aussi les politiques du logement. Et on peut rappeler que les recherches en sciences humaines, depuis longtemps, ont souligné les relations croisées entre les différentes situations de fragilité. C'est majeur de le souligner au moment où la Covid-19 met au jour de manière frappante l'impact premier des déterminants sociaux de la santé. Dans la réflexion qui nous anime, nous savons que bien soigner ou prendre des mesures de santé publique, c'est contribuer à retarder l'altération d'autonomie, ou que garantir un niveau minimal de revenus, c'est sans doute contribuer à prévenir certains risques de santé comme la Covid l'a amplement montré. Nous entrevoyons ainsi l'impératif d'une bonne articulation entre trois champs de la protection sociale, celui correspondant à un état de santé altéré, celui répondant à une situation problématique de revenus, celui accompagnant l'épreuve d'une perte d'autonomie altérée dans les gestes de la vie quotidienne, bien sûr, mais aussi dans l'accessibilité à la vie sociale et économique. Au fond, c'est aller au bout du geste qui a été initié en 2005 par le législateur, je rappelle, qui a prévu, je cite, que toute personne handicapée a droit à l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L'ambition est donc que chaque personne, quelle que soit sa situation, doit avoir accès de la même manière aux réponses possibles et adaptées à sa singularité, aussi bien au regard de ses difficultés de santé ou d'insertion ou d'une autonomie altérée. On pourrait même ajouter que le vrai de notre engagement, c'est aller jusqu'à considérer le droit de la personne fragile et démunie comme l'éclaireur et l'éveilleur du droit commun, y compris dans la prise de risque qui constitue la vie. Dès lors, nous pressentons également l'urgence de donner corps à une architecture administrative fondée sur l'écoute, non pas un réflexe administratif conduisant à mettre tel ou tel dans une case prédéterminée. Les industriels des aides techniques l'ont, eux, bien compris. Par exemple, la baignoire à porte tente de répondre à une situation de vie et peu importe l'âge ou l'origine du handicap de la personne. Le regard porté sur une personne n'est pas d'abord de prendre en compte administrativement son âge ou son handicap selon des grilles préétablies, il est de la rencontrer précisément comme une personne.
Ça veut dire l'exigence d'une mise en relation personnalisée, parce que l'attente varie d'une personne à l'autre. Claudine évoquait à l'instant l'exemple de l'inadaptation du masque dans une relation avec une personne habituée à lire sur les lèvres. Nous le vivons chaque jour. Un tel engagement dans l'écoute de la personne, nous le savons, est en réalité très exigeant. Ça veut dire que la parole est à entendre non pas seulement dans le plein des mots, mais aussi dans leur délié en quelque sorte, dans la pudeur des gestes, dans le respect du rythme de vie. Et peut-être que la relation sans le toucher peut aussi parfois nous inciter à aller plus loin, comme vient d'expliquer Claudine, dans l'analyse des relations pour comprendre pourquoi certaines produisent de la dépendance et d'autres de l'autonomie et sous quelle forme. C'est d'ailleurs aussi pourquoi il est sage de vouloir et de savoir prendre le temps d'une confrontation des différentes compétences professionnelles mais aussi familiales, avec avant tout l'impératif de l'écoute de la parole des personnes malades ou dont l'autonomie est altérée. Je voudrais également vous proposer d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion, parce que l'avenir de l'humanité, me semble-t-il, ne se résume pas à l'affirmation sans limite d'une liberté individuelle, en oubliant que la personne humaine ne vit et ne s'invente que reliée à autrui et dépendante d'autrui. L'ambition n'est pas donc de faire de l'autonomie une norme valorisée qui peut se transformer par moments en une injonction normative potentiellement violente pour les personnes. Nous partageons toutes et tous la conviction que si l'autonomie décisionnelle se voit diminuer, si les gestes de la vie quotidienne et l'accès aux liens sociaux se voient remis en cause, le questionnement éthique conduit à tenir pour encore plus forte la nécessité de considérer à titre premier la place de sujet de la personne affaiblie, fragile et vulnérable. C'est pourquoi, à mes yeux, si le questionnement éthique est fondateur de tout exercice clinique, il l'est tout autant de la réflexion pour nos politiques publiques, car il questionne toutes les frontières professionnelles, il conduit à considérer premier l'impératif du décloisonnement. Il aide à discerner qu'une société humaine qui se définirait seulement par ses savoirs et ses pouvoirs ne pourrait imaginer la vie que comme une terrible épreuve de déchéance programmée. Comprendre qu'une autonomie altérée, comme la souffrance, sont une rupture existentielle qui dérange absolument tout ordre établi, cela peut être aussi chercher à vivre un retournement majeur, en devinant qu'une vie humaine ne saurait se limiter à ce qui est performant, à ce qui est possible, en devinant en quelque sorte l'impossible du possible. L'inquiétude éthique laisse entrevoir que la vulnérabilité est ce qui constitue l'autonomie en autonomie humaine. L'audace est alors, me semble-t-il, d'essayer de percevoir dans l'immaîtrisable que sont toutes formes de blessures scandaleuses et béantes, dans cet impossible du possible, comme je le disais, de percevoir un sens qui ne se réduit pas au néant. Il s'agit peut-être moins d'inclusion, comme on dit beaucoup aujourd'hui, parce que l'inclusion réduit l'altérité en quelque sorte, que de non-exclusion. Nous ne ferons société que si nous savons recevoir tout ce qu'une personne en situation de vulnérabilité nous apporte par son autrement d'être, comme une invitation à chercher le sens de l'humain dans l'impossibilité de passer son chemin en détournant son regard lorsqu'il s'agit de solitude, de souffrance, de fragilité extrême, une invitation à détourner son pas vers celui qui appelle et qui nous oblige. C'est l'intuition lévinassienne et pivotale qui veut que seul un moi vulnérable est capable d'aimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Alain Cordier. Vous avez dit beaucoup de choses dans votre intervention. Pour revenir sur la thématique de la sécurité sociale, vous avez insisté, me semble-t-il, sur le fait qu'il ne s'agissait pas de considérer ça comme une sécurité sociale spécifique, mais plutôt embrasser cela comme une vision de la protection sociale autour de la personne en tenant compte de sa situation de vie, et ça vous l'avez vraiment très bien expliqué, et puis en considérant les trois champs importants, l'état de santé altéré, les revenus économiques et puis la perte d'autonomie avérée dans sa vie sociale, ce que vous évoquiez aussi à l'instant au sens large, en insistant aussi sur le décloisonnement des disciplines notamment, et puis aussi sur
ce regard qu'on doit porter sur cette différence, en fait, qui place la personne âgée dans sa situation de dépendance et apprendre, tirer des enseignements de cette situation si particulière. Je voudrais, avant de donner la parole à notre prochaine intervenante, faire une mention d'un livre qui sera publié cet automne aux éditions des PUF, un ouvrage qui est consacré donc à notre sujet du jour, Éthique du grand âge et de la dépendance, qui sera publié sous la direction de Dominique Monneron, que vous avez entendu tout à l'heure, et de Roger Poldroy, qui est encore avec nous, avec les contributions de beaucoup de nos intervenants d'aujourd'hui. Donc vous pourrez le retrouver dans les librairies à l'automne. Maintenant, eh bien, je vais donner la parole à une autre philosophe, Monique Cantos-Perber. Monique Cantos-Perber, vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la philosophie antique et du libéralisme. Et vous avez dirigé l'école normale supérieure. Vous apportez fréquemment votre éclairage sur les grands débats d'actualité, notamment pour l'Express ou France Culture. Et puis, ces dernières années, vous vous intéressez tout particulièrement à la question de la santé, couplée à l'enjeu des libertés individuelles. Vous avez publié La fin des libertés, ou Comment refonder le libéralisme, chez Robert Laffont l'an dernier. Et vous allez nous parler de l'âge pour mourir au temps du Covid. C'est à vous. Et je vous remercie pour cette présentation et merci aux précédents intervenants dont les exposés étaient tout à fait passionnants et à Roger Poldroy pour avoir organisé ces rencontres. Je parlerai de l'âge pour mourir au temps du Covid en liaison avec ce qui vient d'être dit, bien sûr, et la problématique du toucher, mais aussi en préparation à ce qui suivra, l'exploration des limites ou le sens des limites dans la situation que nous vivons aujourd'hui. L'historien grec Thucydide, dans son récit de la peste d'Athènes, qui survint au 5e siècle avant l'ère chrétienne, décrivait les conséquences morales de l'épidémie. Il insistait sur la confusion des valeurs, sur la poursuite haletante des jouissances rapides, sur la possibilité de se souvenir des normes humaines ou des lois divines, sur l'impossibilité même de se soucier des conséquences de ce que l'on faisait. Je vous ai de cibler les éléments. J'ai eu parfois des orientations morales comparables. Au fond, cette situation qui sans doute survient dans des circonstances extrêmes où l'on ne sait plus ce qui est bien et mal, une sorte d'affolement. Certains ont dit une panique morale. Il est vrai qu'il y avait maintes raisons d'être désorientés face à la gravité des dilemmes auxquels nous avons été confrontés. Dilemme entre la privation de liberté et la protection de tous, dilemme entre la prospérité de la vie économique et l'interruption brutale de toute activité, dilemme entre la nécessité de se confiner, faite à la plupart, et l'obligation faite à certains de travailler envers et contre tout, dilemme entre une précaution maximale pour certains et des risques maximaux pour d'autres. Et enfin, dilemme, celui dont je voudrais vous parler, qui à un moment consistait à savoir qui doit vivre et qui peut mourir et à quel âge. Il était clair qu'on redoutait que l'hôpital ne serait pas capable d'affronter la crise qui s'annonçait et que l'obligation faite d'offrir à chaque malade le meilleur traitement possible ne pourrait pas être tenue. Donc on s'est retrouvé dans un choix atroce et qui est déjà survenu dans l'histoire, entre des ressources rares d'un côté et une abondance de demandes en matière de soins. Une première chose m'a frappée dans cette situation extraordinaire, c'est qu'on a cru qu'il y avait au fond deux éthiques, l'éthique pour les temps ordinaires et l'éthique pour les temps de crise et de tragédie. Je voudrais d'emblée, même si je n'ai pas ici la possibilité d'approfondir cette position et surtout de la justifier en détail, m'opposer à cette façon de voir. L'éthique et les principes éthiques ont un intérêt, une valeur, une solidité, une résistance, précisément parce qu'ils sont toujours actifs en temps de crise. Et l'idée que la lucidité sur la crise
imposerait de renoncer aux principes éthiques avec lesquels nous vivons d'ordinaire est une erreur intellectuelle et morale. Pendant les semaines qui viennent de s'écouler, nous avons tous eu l'occasion de beaucoup parler. Et il m'est arrivé moi-même d'être souvent entraînée dans des conversations. Par exemple, tout ça pour ça. Mais vous savez quel est le taux de létalité de cette Covid? Alors, taux de létalité, d'ailleurs impossible à définir parce qu'il faudrait savoir quel est également le nombre des contaminés pour l'établir. Mais enfin, on me disait, regardez, les personnes âgées ont été les principales victimes de la Covid. 9 dixièmes des personnes décédées avaient plus de 65 ans. Mais regardez, la moyenne d'âge des personnes qui sont mortes parce qu'elles avaient été contaminées par ce virus était de 81 ans. Mais regardez, l'essentiel de ces personnes se trouvait dans des EHPAD. C'était une succession de faits qui amenait une conclusion. Ceux d'ailleurs qui le proposaient étaient fort satisfaits de la qualité de leur raisonnement. Et je me demandais, mais pour en tirer quelle conclusion? Qu'il aurait fallu ne rien faire et laisser ces personnes qui étaient manifestement les plus vulnérables mourir? Ou bien qu'il aurait fallu les confiner, elles et elles seulement, et laisser les autres vivre, oubliant sans doute que ceux qui contaminent les vieilles personnes, les personnes les plus âgées, ce sont précisément les plus jeunes, précisément par ce à quoi les personnes âgées tiennent le plus, en particulier dans des EHPAD, le contact, le toucher, la présence, la relation physique à côté d'elles, de ceux qui permettent de donner une réelle joie à leur vie. Et d'une certaine façon, je me disais que l'implicite, l'horrible implicite de ce type de raisonnement était le suivant, que de toute façon, ces personnes seraient mortes d'une façon ou d'une autre. Comme disait le président Bolsonaro, nous sommes désolés vraiment des ravages que fait le virus chez les vieilles personnes, mais il fallait bien qu'elles meurent de quelque chose, de toute façon. Je ne pense pas que le raisonnement soit beaucoup plus sophistiqué que ce genre d'énoncé. Ou bien alors, l'implicite était, leur vie était moins une vie quand même, une vie étriquée, une vie limitée, une vie à charge, et en particulier pour les personnes qui résidaient en EHPAD, qui sont des personnes souvent très âgées, avec des liens familiaux ils sont plus dépendants, comme le nom l'indique, et dont il est appelé qu'une étape a été franchie dans la manière dont nous considérons la vie et la mort dans ce type dans la situation vécue, et qu'un certain nombre de notions qui étaient jusqu'à présent laissées de côté, d'une certaine manière ont acquis droit de cité. On s'est mis à parler de droits des patients, de nécessité de prioriser les malades pour savoir qui pourrait bénéficier des meilleurs soins, oubliant sans doute que le triage officer aux États-Unis ou l'officier de triage qui opère maintenant joue un rôle important dans les services d'urgence français, sont des personnes qui sont chargées d'envoyer les malades dans les services qui correspondent le mieux à leur pathologie et en aucun cas de choisir entre les malades qui doivent bénéficier d'un traitement et ceux qui en seraient privés. Alors on peut toujours imaginer des cas où il n'y ait pas assez de ressources pour tout le monde, en particulier si nous étions confrontés à une explosion, une attaque qui ferait qu'il y aurait des centaines de milliers de personnes blessées, évidemment tous les hôpitaux ne pourraient pas traiter. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé là. On a craint qu'il n'y ait pas en particulier suffisamment de respirateurs, mais il s'est avéré que pour finir, tout le monde a pu être soigné. J'ai vu passer des textes qui insistaient sur le fait de procéder par algorithme, de désormais substituer la prise en considération de la maximisation du bien-être de la collectivité, plutôt de le substituer à ce qui fait l'essentiel de l'activité des urgentistes et des réanimateurs dans les services qui sont confrontés à des pathologies extrêmes, c'est-à-dire de toute manière le choix collégial et le choix individuel, et la prise en compte des données de l'individu. Et parmi ces données, l'âge est une donnée importante, bien sûr, mais c'est loin d'être la seule, elle n'est
qu'une parmi d'autres. J'ai été frappée par le contraste entre cet échauffement des esprits avec des grands mots, utilitarisme, justice, distributif, qui devait se substituer à l'individualisme et à la nécessité d'adapter le traitement à la personne en fonction de sa possibilité de survivre à des traitements qui sont en général très invasifs. Et ce qui a été au fond la très grande sobriété des pratiques. Les urgentistes ont fait dans ces temps de crise comme ils font toujours, c'est-à-dire ils ont évalué très précisément de manière clinique, au sens propre du terme, au chevet du malade, et en recueillant toutes les informations nécessaires, quels étaient ses chances de survie. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer au cas où une épidémie ou une seconde vague arriverait, où nous nous trouverions tout simplement confrontés à des choix comparables? Eh bien, plusieurs choses, plusieurs remarques que je voudrais vous livrer en vrac et en conclusion. D'abord, décider qu'il est, au fond, normal que les plus âgés n'ont pas le même droit à bénéficier des ressources qui permettent de les maintenir en vie est une thèse dont on peut discuter. Certains pourront trouver des arguments qui leur paraissent convaincants. Mais ce qui m'a le plus étonné dans la manière dont le problème était posé, c'est qu'il était d'emblée présumé que les personnes les plus âgées seraient d'accord avec ce raisonnement, ou même avec cette manière de poser le problème. Et je me suis étonnée du fait qu'on se soucie si peu de leur demander leur avis. Au fond, certains seraient prêts à se sacrifier, puisqu'on a vu le mot apparaître et dans les publications les plus informées et les plus savantes. Certains pourraient accepter de se sacrifier, mais d'autre part, et après tout, il n'y a rien de moralement choquant, à mes yeux en tout cas, qu'une personne très âgée accorde un prêt infini à sa vie et souhaite continuer à vivre. En tout cas, qui est là pour juger que c'est immoral? C'est pourquoi j'en suis venue à penser que ce terme affectueux et respectueux d'aîné, dans certains contextes, est un terme qui pourrait faire trembler les personnes qui se sentent ainsi désignées. Deuxième remarque, au fond, personne n'est arrivé à définir ce qu'était une vie digne d'être vécue. On nous a dit les années de vie après 65 ans, a fortiori après 81 ans, ça vaut plus grand-chose, en tout cas comparé aux années de vie à 20 ans, à 30 ans. Là encore, pourquoi pas? On peut en discuter, mais qui pourra jamais trancher? Qui connaît le critère de la valeur de la vie? Pour beaucoup de personnes qui partent à la retraite à 65 ans après une vie épuisante, les années de vie après 65 ans sont les plus précieuses quand elles sont en bonne santé, quand elles sont entourées d'une famille aimante. Qui pourra décider que cette vie vaut moins que lorsqu'ils étaient plus jeunes ou moins que celle d'autres? Enfin, si l'on veut utiliser des grands mots, des mots en isme et parler d'utilitarisme, le plus souvent sans savoir précisément en quoi cela consiste, il faudrait pousser la logique jusqu'au bout, c'est-à-dire ne pas simplement s'occuper de l'âge, mais des activités. Au fond, une année de vie d'un grand compositeur ou une année de vie d'un écrivain, d'un historien, d'un financier qui contribue à un dynamisme économique incontestable n'est-elle pas plus précieuse que l'année de vie d'un éboueur, même plus jeune? Si l'on commence à poser ce type de questions, d'abord, il est rare qu'on se mette d'accord sur la définition d'un critère qui permette de trancher, mais surtout, je crois que nous allons arriver à une situation qui, en prétendant être aussi égalitaire que possible, sera la plus inégalitaire qui soit. Car nul ne peut imaginer que les personnes fortunées et âgées qui se trouveront hospitalisées dans des établissements de luxe, et il en existe en France, ne feront pas tout, évidemment, pour bénéficier des meilleures ressources, et d'ailleurs ce serait tout à fait légitime de leur part. Donc un égalitarisme de ce type, mal compris, qui au fond, pense que la répartition maximale des ressources, enfin l'optimum dans la répartition des ressources est le seul critère de la justice, amène en général à des aberrations morales que qu'aucune personne ne serait prête à assumer. Enfin, la notion de justice intergénérationnelle dont j'ai abondamment entendu parler pendant cette période, que veut-elle dire?
Mais pourquoi ne pas pousser les conséquences jusqu'au bout? Pourquoi ne pas priver les plus vieux de leur propriété? Pourquoi, au fond, ne pas priver de leurs moyens d'existence et de leur retraite, pour ceux dont leur retraite est plus importante? Là encore, la maximisation et la répartition est différente et est une aberration morale lorsqu'il est question de vie et de mort. Elle peut avoir une utilité dans d'autres contextes, mais pas dans celui-là. Rappelons-nous, d'une certaine manière, l'artifice que proposait John Rawls, son voile d'ignorance, pour définir des principes d'une société juste. On se met derrière un voile d'ignorance en ignorant la position qu'on occupe. Eh bien, imaginons cet artifice, non plus pour savoir si nous sommes riches ou pauvres, et quelle est la société juste qui nous permettra de vivre le mieux possible tout en étant pauvres, mais si nous sommes vieux ou jeunes, et quelle est la société qui nous permettra de vivre le mieux possible tout en étant vieux? L'âge pour mourir, seule la personne peut en décider quand elle est en mesure de le faire. L'âge est un élément parmi d'autres lorsqu'une décision extérieure de survie doit être prise, en particulier dans des situations tendues. Et l'âge ne donne pas tout son prix à la vie, mais en revanche, c'est ce que la personne veut faire de sa vie, de la vie qui lui reste, qui lui donne une réelle valeur. Et les relations sociales, le lien aux proches sont absolument essentiels. J'ai regretté, comme cela a été dit à plusieurs reprises, qu'une consigne aussi systématique de privation de contact avec les proches ait été appliquée. J'ai regretté aussi qu'une consigne systématique d'enfermer les personnes dans leur chambre, hein, leur permettant plus de sortir, même dans des couloirs où il n'y avait aucun cas de Covid avéré, et dans la plupart des cas appliquée sans aucun souci de la particularité des existences et des souhaits de chacun. La mort n'est pas simplement une mort physique, c'est une mort sociale, parce que la vie est d'abord une vie sociale. Monique Pontos-Pervert, vous nous avez recentré le regard sur l'un des grands dilemmes, effectivement, qui a été mis en lumière durant cette crise, et notamment pour les soignants. Ce fameux choix, qui doit vivre et qui peut mourir, qui a pu apparaître comme une sorte de triage, effectivement insupportable à concevoir, en nous rappelant que l'éthique, elle est valable en tout temps, en tout lieu, et que précisément il n'y a pas à faire de distinction. Et puis ce choix terrible nous ramenant à la question cruciale de qu'est-ce qu'une vie digne d'être vécue ? Et qu'en effet, qui peut décider, qui peut répondre à cette question si ce n'est la personne elle-même. Et vous avez replacé la personne au centre du jeu en la dissociant finalement de l'une de ses caractéristiques, mais qui n'est pas la seule, celle de l'âge, effectivement en mettant l'accent sur le fait que ça ne devait pas être un critère discriminant dans cette crise et qu'il ne fallait pas le considérer comme tel. Et puis j'ai beaucoup apprécié aussi l'une de vos remarques qui consiste à dire, et si on les faisait parler, ces personnes-là, alors effectivement, on les a beaucoup mises de côté, en les protégeant, on les a considérablement isolées, et du coup, on ne les a pas beaucoup entendues. Effectivement, on aurait peut-être aimé savoir ce qu'elles ressentaient et ce qu'elles voulaient, finalement, elles, faire de leur existence dans ce contexte. Alors, je voulais faire un petit point avant de continuer sur, donc merci encore une fois, sur la fondation Partage et Vie, pour expliquer à nos internautes que c'est une fondation qui n'a aucun but lucratif. Elle a été créée près de 20 ans maintenant, et son objectif est de lutter contre les dépendances liées au grand âge, au handicap et à la maladie. Cette fondation compte 122 établissements en France, surtout des EHPAD, mais aussi des établissements d'accueil d'adultes en situation de handicap et de service à la personne. Établissements dont nous aurons un petit exemple avec le témoignage qui suivra d'Hakim Belkacem, qui, je crois, a quelques difficultés pour se connecter. Du coup, on va peut-être passer tout de suite aux questions. Alors, aux questions des internautes autour de cette thématique de vivre en se touchant moins, à moins que Claude, vous ayez l'envie, l'intention de... Alors, écoutez, je vais enchaîner avec une question pour vous, de Catherine. Comment réellement décloisonner les disciplines au service des personnes fragiles ? Alors,
quand on parle de discipline, je suppose que ce sont les métiers Oui, probablement. qui œuvrent autour de la personne. Donc, je pense que la solution vient de la formation. C'est-à-dire qu'il faut promouvoir les formations décloisonnées au plus tôt, tout en maintenant le concept de formation initiale, évidemment, par métier. Il faut que très rapidement ces métiers se rassemblent dans des formations pluriprofessionnelles, de manière à partager à la fois les enjeux qui vont devoir traiter ensemble, mieux se connaître, mieux connaître les limites de chacun de ces métiers pour pouvoir intervenir en parfaite harmonie avec des procédures aussi et des moyens, une partition qui soit lisible par tous et qui soit partagée. Est-ce qu'il y a des temps de rencontre, des lieux de rencontre supplémentaires ou... Ceci existe déjà. Alors, je parlais de la réponse idéale. Ces formations qui commencent à se déployer. Bon, on a la réforme des études, notamment, vous savez, Parcoursup, ça vise un peu cela. Bon, mais il faudra attendre encore quelques années avant que ces générations ne soient sur leur lieu d'exercice. En attendant, il y a déjà des partages de pratiques dans les établissements sanitaires, médico-sociaux. Donc, on a appris à mieux se connaître à travers ces échanges de pratiques, à partir de retours d'expérience, à partir de situations dont on partage la complexité, parce qu'en fait, le maître mot, en particulier dans le sujet qui nous retient aujourd'hui, c'est quand même la prise de décision. Comment prendre la moins mauvaise décision, pour ne pas dire la meilleure, mais surtout la moins mauvaise, si on n'est pas amené à partager cette prise de décision. Et on sait que, s'agissant de ces sujets de prise de décision difficiles, elles trouvent une partie de leur réponse dans justement les échanges intermétiers et le partage des points de vue jusqu'à pouvoir trouver le dénominateur commun et tenter de trouver la moins mauvaise réponse, encore une fois, en intégrant la personne, pour reprendre ce qui vient d'être dit juste avant, en impliquant, si possible, la personne ou son représentant légal dans cette prise de décision. Ouais, indispensable. Donc ceci existe, on parlera de staff, d'éthique, de soins palliatifs, enfin, toutes ces pratiques existent dans beaucoup d'établissements maintenant et doivent être encore plus fortement déployées. Alors nous avons des témoignages aussi, en complément de questions. Celui d'Emmanuel Constant Deschamps, qui nous dit « Je ne peux être d'accord avec ce qui est dit ». Je ne peux être d'accord avec ce qu'il dit. Il n'y a pas eu assez de ressources pour tous. Nos résidents n'ont pas eu accès aux soins. Les SAMU nous ont demandé de ne plus les appeler. Les médecins coordonnateurs ont été confrontés à des refus de principe de prise en charge hospitalière, même s'il n'y avait pas de besoin de réanimation, mais seulement une prise en charge hospitalière impossible en EHPAD. Est-ce que... sujet que j'aborderai cet après-midi. Ah. En particulier, et je ne peux être que d'accord avec cette remarque, évidemment, qui a été évoquée par les différents intervenants. Il n'y a pas du tout question de déni de ce défaut de ressources, de réponses adaptées. On l'évoquera peut-être plus largement. Clairement, une des leçons à tirer de cette j'aime pas le terme de crise, parce que pour moi, une crise a un début, une fin. Cet événement qui est encore présent, ça a été précisé par plusieurs intervenants, et notamment par Alain Cordier, c'est quand même notre capacité à se coordonner sur un territoire, à décloisonner les différents acteurs des réponses, aussi bien des soins premiers que des établissements sanitaires et médico-sociaux, au profit d'une personne. Et donner la parole à celui qui est le mieux placé pour prendre la décision. Alors c'est la personne dans l'idéal, ou à sa place à défaut, c'est quand même ceux qui côtoient cette personne tout au long de sa propre vie. Je veux dire, dans les établissements médico-sociaux, qui sont les mieux placés que les acteurs qui interviennent, les professionnels de l'établissement, pour connaître la personne, l'histoire de vie de la personne, tout élément indispensable pour tenter de prendre la moins mauvaise décision et justement jouer sur cette évaluation de la meilleure réponse qu'on peut lui apporter. Autrement dit, faut-il prendre le risque de l'hospitaliser
Ça s'appuie sur des arguments cliniques, mais aussi de connaître la personne, son histoire de vie, ses intentions, ce qu'elle aura exprimé dans ses directives anticipées ou que la personne de confiance aura pu évoquer à sa place. On parle des LATA, les limitations d'arrêt des traitements actifs. C'est des informations dont on doit disposer pour prendre les décisions les moins mauvaises, les plus respectueuses. Donc toutes ces pratiques existent, hein, sont censées exister. Et donc voilà, effectivement, on a peut-être orienter des personnes, autrement dit, vers des réponses vers lesquelles on n'aurait peut-être pas dû les orienter. C'est-à-dire on a peut-être recouru parfois à l'hospitalisation, on n'aurait peut-être pas dû. Inversement, l'inverse existe et peut-être plus notablement. On a effectivement peut-être gardé des situations en établissement médico-social par défaut d'avoir la réponse, l'accès aux soins. Donc là, il y a clairement à revoir le mode de fonctionnement. Ça s'est amélioré dans la deuxième phase de la crise, parce qu'il y a eu quand même deux périodes. On a été sidérés dans la première partie. Nos systèmes ont été sidérés. On ne s'attendait pas. Et le temps que les réponses s'organisent de manière un peu plus rationnelle et efficiente, c'est la deuxième partie. Là, dans un deuxième temps, par le fait qu'il y a eu des liens, des hotlines, des plateformes téléphoniques, les gens communiquaient mieux entre l'EHPAD, l'hôpital, et on prenait des décisions à plusieurs. On a réduit cette problématique dans un deuxième temps. La collégialité a permis de retrouver un peu de sang-froid. Dans un deuxième temps, peut-être pas dans tous les territoires. Ouais. Mais d'ailleurs, à l'hôpital, les médecins eux-mêmes, enfin les équipes elles-mêmes s'étonnaient et se disaient « Oh là là, on va avoir un gros problème une fois que la crise va passer parce qu'il y a des gens qui nécessiteraient des soins, des personnes âgées et on a confondu pas. Aussi, enfin, je ne veux pas trop développer, on a imposé dans les premières semaines le passage obligé par le 15, vous savez, ce fameux 15. Oui. Bon, ça a créé un goulet d'étranglement qui n'était pas du tout obligatoire. Deuxièmement, on a considéré que toutes ces situations relevaient non pas des urgences, mais de la réanimation ou des soins intensifs, ce qui est totalement faux. Cette maladie a plusieurs présentations. Il y a les formes graves, évidemment, mais il y a beaucoup de formes moins graves qui sont ni plus ni moins qu'une infection pulmonaire de type grippal, pour lesquelles une hospitalisation dans un établissement qui n'est pas de la réanimation était tout à fait adaptée. Mais on a oublié ce bon sens. Bon, alors après, c'est vrai que c'est toujours facile de se dire on aurait dû faire ça lorsqu'on est confronté à une telle situation inédite. Oui, bien sûr. Que je partage. Il est certain que ça doit être très difficile de trouver les bonnes réponses. Alors, une question peut-être... Oui, Alain Cordier, allez-y, vous vouliez intervenir. Roger Paul, je ne voudrais pas que vous l'oubliez. Non, je voudrais juste faire une petite incise. Claude a parlé de l'importance de la prise de décision. Vous vous souvenez tous de la définition de l'éthique par Ricoeur, la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Cette notion de justesse des institutions m'amène à considérer 3 points. D'abord, la nécessité d'avoir des décisions justes. Et la plupart du temps, elles ne s'imposent pas d'elles-mêmes. Et Claude a vraiment souligné la nécessité d'une approche pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, et en partant de la parole de la personne ou son entourage. Deuxièmement, je pense que ça nous exige à tous d'être des décideurs justes, et ça, le défi est considérable. Et troisièmement, et c'est là-dessus que je voulais insister, il faut aussi que nos institutions permettent aux décideurs d'être justes. Je donne souvent l'exemple des directives anticipées qu'a évoqué Claude. Si la directive anticipée consiste à remplir un formulaire administratif pour que les choses soient faites, ça ne sera pas une décision juste. Une directive anticipée, c'est un long chemin, de longs échanges, comme je le disais tout à l'heure, avec les pleins et les déliés de la parole, le dire et le dit, vous connaissez la distinction classique. Et donc, je crois que c'est très important et que tout ce que nous vivons en ce moment ne fait que mettre au jour et aiguiser des réflexions que nous avons déjà conduites depuis plusieurs années. Merci. Roger Paul, vous vouliez intervenir ?
Oui, très brièvement, je veux d'abord remercier Claudine Tiercelin, Alain Cordier, Monique Cantos-Pervers pour la richesse de leurs interventions, mais je voulais juste dire 3 mots sur la question du décloisonnement. J'espère que nous allons bientôt entendre le témoignage d'Hakim Belkacem, mais puisqu'on a 2 minutes peut-être de supplément, je voudrais insister sur le fait que finalement la démarche éthique elle-même suppose ce décloisonnement. Parce que il y a des questions de décloisonnement et de harmonisation entre les services de l'État, entre nos urgences, entre les différentes administrations, etc. Mais chacun intervient à la fois sur le terrain ou même dans les analyses à partir de son expertise, de sa compétence de philosophe ou de sociologue ou de psychiatre ou de psychologue ou d'administrateur, etc. Mais toutes ces compétences n'ont évidemment pas à être abandonnées. Elles ont à être d'une certaine manière ouvertes sur un champ de dialogue parce que lorsqu'il s'agit de traiter de la question d'une personne et de savoir quoi faire concrètement dans une administration et à un moment précis, enfin dans une institution, alors la nécessité finalement de laisser à la fois présent, utilisable, mais de côté les différentes compétences est absolument, me semble-t-il, indispensable. Voilà, c'est ça sur quoi je voulais insister. Personne n'est expert en matière de vie. Et tout le monde l'est à partir de son champ de compétences personnelles et professionnelles. C'est bon. Là, c'est bon. Allô? C'est un de fond. On entend, mais on ne vous voit pas. Bon, on va peut-être continuer avec les questions. Ah, ça y est, vous apparaissez. Alors attendez, je reprends moi ma feuille. Du coup... Espérons que la technique va être opérationnelle. Voilà, bon bah on va tout de suite enchaîner du coup. De toute façon, on va profiter du moment. Donc Hakim, vous avez une formation d'éducateur spécialisé dans le médico-social, un domaine dans lequel vous travaillez depuis 20 ans maintenant. Et vous dirigez un foyer d'accueil médicalisé dans le Grand Est, qui, comme on le sait, est une région qui a été particulièrement touchée par le coronavirus. Alors, expliquez-nous un peu le profil de vos résidents, parce qu'il est un peu particulier, ce qui va expliquer aussi le témoignage un peu dissonant que vous allez nous livrer. Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, donc je travaille donc dans un foyer de vie et un foyer d'accueil médicalisé. Donc la population est très hétérogène. Hein. On accueille des adultes en situation de handicap mental. On a des personnes âgées, handicapées, dépendantes. D'autres qui sont plus ou moins autonomes, certaines qui sont dans le maintien des acquis, et dans le cadre d'un autre foyer d'accueil médicalisé dans l'établissement, on accueille des adultes qui ont des troubles envahissants du développement, des troubles du comportement et des traits autistiques. Voilà, donc on a une population assez particulière, et du coup un parcours interne qui est assez intéressant pour la régression et la perte d'autonomie des résidents que nous accueillons ici. Vous ne l'avez pas traversé de la même manière que les autres, que vos collègues. Alors, absolument. Alors, contrairement à un EHPAD, donc nous accueillons les enfants et non pas les parents. Donc la problématique de la visite, elle est déjà un peu atténuée puisque c'est uniquement des retours en famille qui se font le week-end ou pendant les vacances. Donc effectivement, nous avons un métier de contact. Hein, nous sommes dans les relations humaines. Donc nous sommes dans la du quotidien et nous assistons et accompagnons les résidents accueillis chez nous dans le cadre des actes de la vie quotidienne. Donc vous avez rappelé en tout début d'intervention que nous étions des êtres de langage, mais nous sommes également des êtres de contact. Et le contact dans le métier que nous exerçons, il est omniprésent et indispensable. Et comme le précisait aussi le professeur Jandel, nous sommes dans le toucher affectif. Ce sont des relations assez particulières qui sont très présentes au sein de notre établissement. Alors on a vécu effectivement les choses assez différemment que ce qu'on a pu voir un peu partout. Donc c'est monté, il y a une charge
une charge émotionnelle qui est montée progressivement. Avec le mois de février, on a commencé à minimiser la problématique du virus. Partage de vie a décidé de fermer les établissements le 6 mars, soit 10 jours avant la décision du gouvernement. Donc je pense que c'est aussi un élément important dans la limitation de la circulation du virus. On peut tous s'en féliciter. Ensuite, le confinement du gouvernement qui a été décidé le 16 mars, où là vraiment les questions ont commencé à se poser, ça a généré de la psychose, des inquiétudes, des peurs, des craintes de la part des équipes, des familles. Et du coup, on a dû effectivement adapter les choses, adapter le fonctionnement, l'organisation, de façon à poursuivre notre activité, à poursuivre l'intervention et l'accompagnement de nos résidents. Alors je vais vous donner aussi une image sur l'accompagnement, enfin plutôt une définition en psychosociologie de la manière dont on aborde l'accompagnement, plutôt comme prendre quelqu'un par la main. Donc on est plutôt dans cette image-là, autant au sens figuré qu'au sens propre. Du coup, la question du contact, la question du toucher, elle est indispensable. Donc de fait, on en retient effectivement un certain nombre de choses positives pour le coup. Ça peut paraître un peu dissonant avec ce qui a pu être vécu par ailleurs. Donc à l'image des villes européennes, c'était très très calme, alors qu'habituellement c'est très agité, beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Là en l'occurrence c'était très calme. C'est un constat partagé aussi par d'autres collègues qui dirigent des établissements comme le nôtre. Alors on s'est interrogé sur la question du confinement, parce que le confinement en chambre par exemple, il était quasiment impossible à appliquer dans notre établissement. Du coup on a opté pour un confinement par groupe. Donc on dispose de 4 groupes au sein de l'établissement. Et le fait d'avoir confiné par groupe et de limiter les contacts parce que l'idée c'était ça, de limiter les contacts, et en même temps de mettre en place une équipe dédiée par groupe afin de prendre en charge et d'accompagner les résidents de façon la plus adaptée possible. Donc ça nous a obligés à repenser le quotidien, notamment la question de l'intimité et de la prise en charge de la toilette des résidents, de la restauration de nos résidents, de l'activité. Du coup, on a défini des zones en interne qui nous ont permis de contenir un peu les différents groupes au sein de l'établissement. Donc on note aussi une atténuation on a noté une atténuation dans les troubles du comportement. Voilà. Donc ça c'est c'est ce qu'on constate, mais on se l'explique pas plus que ça. Je pense que ça mérite une étude. On a également constaté une diminution de problématiques de santé de nos résidents qui habituellement sont souvent dans des problématiques de santé minimes ou plus importantes, mais en tout cas on a constaté qu'il y avait moins de problèmes. Une meilleure restauration de nos résidents. Ils mangeaient mieux, ils s'alimentaient mieux, ils dormaient mieux, donc les nuits étaient moins agitées. Donc autant d'éléments qui nous interrogent, qui nous interpellent, et à se demander si effectivement le confinement, c'est pas une opportunité pour nous réinterroger et nous réinventer dans ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Donc on a aussi constaté au niveau des équipes, étant donné qu'il y a un rassemblement de toutes les équipes pour la lutte commune contre le virus, ça a permis, on a constaté une certaine cohésion d'équipe, médicale, éducative, logistique, de nuit, etc. Donc le fait d'être tous unis contre un seul objectif, qui était de lutter contre l'intrusion et la circulation du virus dans notre établissement, est un point pour le coup qu'on constate, et que j'ai constaté de façon très intéressante et positive. Alors on a aussi constaté l'importance de certains agents qui travaillent sur l'entretien des locaux, sur l'hygiène. On a mesuré l'importance de ce métier, l'importance, effectivement, vous l'avez rappelé en début d'intervention, sur nettoyer les digicodes, les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, etc. Tout le monde s'est rendu compte finalement que la question de l'hygiène, elle est très très importante, si ce n'est autant importante que l'aspect social, médical ou encore éducatif. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce qu'on a pu constater sur le terrain. Alors, on a évoqué aussi la question de la surprotection. J'ai entendu ce matin cette question de la surprotection qui est assez présente en règle générale, notamment au niveau des familles. Ce qu'on a constaté, c'est que les familles nous ont fait entièrement confiance.
on a eu 0 retour de résidents en famille. C'est pour moi un indicateur important qui prouve que les résidents les personnes qu'on nous confie avec responsabilité, pour le coup, on a eu vraiment une confiance absolue. On n'a pas eu de problématiques majeures sur des questions dans des gestes barrières, comment ça se passe. Bon, on a communiqué assez régulièrement avec les familles à travers des bulletins, à travers des entretiens téléphoniques, etc. Et on a également constaté, donc je le rappelle, une confiance toute particulière des familles que je profite de l'occasion d'ailleurs pour les remercier, parce que sinon on serait rajouté une pression supplémentaire sur celle que nous vivons et que nous avons vécue dans le cadre du Covid. Alors les points qu'on peut constater, les points négatifs, c'est déjà réapprendre à sortir. Des éléments tout bêtes, comme par exemple avoir une tenue adaptée en fonction du temps qu'il fait dehors, tout simplement mettre ses chaussures pour sortir. Donc là, effectivement, on a des acquis pour certains résidents, mais qui sont assez minimes, mais on constate de toute façon. La problématique des masques, on a évoqué les masques. S'il existait des masques transparents, ça serait une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'expression du visage, on partage des sourires aussi, pas seulement du contact. Il y a des résidents qui ont des difficultés à comprendre le monde, à conceptualiser les choses, et effectivement le comportement il est aussi très important dans l'accompagnement de nos résidents au quotidien. Donc je vais pas m'étaler plus que ça sur la question du retour d'expérience qu'on a pu avoir, même s'il y a énormément de choses encore à dire. Mais en tout cas, on en retient une bonne leçon. Ça nous réinterroge sur notre projet d'établissement et la façon dont on accompagne les résidents, en tout cas qui ont des problématiques de troubles du comportement ou envahissement du développement. Et c'est une opportunité pour nous, je pense, de nous réinventer, de repenser nos pratiques et nos accompagnements. Merci beaucoup, Hakim. Une question pour Alain Cordier sur la sécurité sociale à part, qui est, nous dit David Cos, une interrogation redoutable, et ce n'est pas la première fois que le sujet est évoqué, puisqu'il avait été posé en 2004, nous rappelle-t-il, par le rapport Brier-Jamais. Du coup, pour éviter un 5e risque en forme de solde tout compte, quelles règles, quels principes requérir dès à présent? Alors Alain Cordier, je ne le vois plus, je ne sais pas s'il est encore connecté. Vous voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu la question de David Cos. Donc à propos du 5e risque, pour éviter un 5e risque en forme de solde de tout compte. Oui, je remercie beaucoup David, qui a, comme moi, depuis plusieurs années, réfléchi à ces questions, et je pense que son questionnement ouvrirait en lui-même un colloque. Donc, il est difficile de répondre simplement. Je voudrais simplement réinsister sur peut-être la piste sur laquelle il me semble qu'il est intéressant de réfléchir, c'est plutôt, encore une fois, de raisonner en 3 champs de la protection sociale plutôt qu'en 5e risque. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a le champ de la santé altérée, donc c'est l'assurance maladie, c'est les mutuelles, c'est l'assurance invalidité du travail, etc. La question de la situation problématique des revenus, c'est aussi bien la retraite que les aides sociales, que le chômage, que l'allocation adulte handicapé, etc. Et puis il y a cette question de l'autonomie altérée, encore une fois, pas simplement dans la vie quotidienne, mais aussi dans l'accessibilité à la vie sociale et économique. Et ce qui me paraît intéressant de réfléchir ainsi, c'est de montrer que nous devons nous préoccuper de l'articulation constante entre ces trois champs, et surtout ne pas se précipiter dans des zones d'étanches. David le sait encore mieux que moi, enfin pendant des années, encore aujourd'hui, il y a par exemple une barrière d'âge qui fait qu'en dessous d'un certain âge, on a accès à tel type de prestation, au-dessus de cet âge, on a accès à un autre type de prestation pour répondre en réalité à la même situation. Et donc il faut encore une fois se méfier de ces architectures administratives qui, quelque part, sont souvent à leur défendant, en quelque sorte, parce qu'elles ont voulu bien faire, mais nous font oublier cette nécessaire articulation entre les différentes réponses. Donc c'est ce fil rouge qui me paraît aujourd'hui extrêmement important à creuser, et c'est aussi pour ça que j'ai évoqué par exemple la formule des habitats inclusifs, c'est-à-dire une vie partagée au plan local. Parce que dans ce cas-là, je veux dire, on voit bien qu'il y a une nécessité d'articuler
toute une architecture qui était celle de la politique sociale avec celle de la politique du logement. Et vous le savez aussi bien que moi, par exemple, ce sont deux administrations qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui n'ont pas le même, je dirais, le mot est un peu galvaudé, la même culture, la même façon d'approcher les situations. Et donc, voilà le défi qui est posé à l'occasion de cette réflexion. Alors, bien sûr, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne, on aura quelque chose. On a déjà 2 milliards, c'est toujours intéressant, mais en réalité, et je termine par là, quand Claude évoquait tout à l'heure la nécessaire coordination entre les différentes compétences, le miracle est que non seulement cette coordination permet de mieux soigner, de mieux prendre soin, mais en même temps, est probablement, comme on le dit dans le jargon, le gisement principal pour retrouver des marges de manœuvre financières. Voilà. Parce que le fait que les interfaces ne fonctionnent pas bien entre elles est en réalité très dispendieux et très coûteux et de façon inutile. Or, nous avons besoin de cette ressource pour pouvoir continuer et financer les ambitions qui sont les nôtres. Merci pour ces précisions, Alain Cordier. Je voudrais enchaîner avec un témoignage que je trouve très parlant et très touchant de Thierry Zucco, qui est directeur, association ADEF Résidence. Et il nous parle d'une dame de 98 ans qui se trouvait en glissement, comme il dit, refusait tout. Peu à peu, elle était en test négatif, donc elle était asymptomatique. Le dialogue et les regards de proximité, les mesures barrières, enfin tout ça, elle refusait absolument tous ces obstacles. Et l'équipe a instauré le toucher-main. Et cette dame s'est ouverte de nouveau, nous raconte-t-il, en nous caressant à son tour. Nous avons proposé la même chose à sa fille en visite jardin. Et l'attachement, en fait, s'est renoué. Il y a eu des résultats psychiques et humains spectaculaires. Donc ça, c'était, je trouve, un... Je peux réagir ? Oui, bien sûr. Oui, je remercie Thierry pour ce témoignage. Nous avons aussi, Partage Vie, instauré cette pratique avec un certain nombre de précautions. Mais à partir du moment où on procède à la friction hydroalcoolique des deux personnes qui vont se toucher les mains, si on vérifie bien que ces pratiques sont bien appliquées, il n'y a pas de risque, a priori. Donc on peut le faire, oui, effectivement. Et là, ça peut avec cette pratique. Et ça peut donner des résultats spectaculaires. Une question pour nos deux philosophes, qui rebondit sur une phrase qui a suscité la polémique d'André Comte-Sponville, et donc qui fait directement écho à ce que vous évoquiez, Monique Cantos-Perber, sur le choix. J'ai osé dire, disait André Comte-Sponville, que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, mais que toutes les morts ne se valent pas. Je pense qu'il est plus triste de mourir à 20 ou 30 ans que de mourir à 68 ans ou 90. Laquelle veut répondre ? Pour commencer, hein, vous serez toutes les deux à pouvoir parler, évidemment. Monique, peut-être ? C'est tout à fait acceptable de penser ça. Je ne me permets pas de juger ce que pensent les uns et les autres. C'est un internaute. En faire le principe d'une politique publique qui s'appliquerait de manière systématique et qui, de plus, va prétendument justifiée par une doctrine philosophique ou par des processus de décision algorithmique, est une aberration dans l'ordre intellectuel et dans l'ordre moral. En tout cas, une chose à laquelle il y a tout lieu de s'opposer. Maintenant qu'il y ait des personnes qui le pensent et qui soient même des esprits extrêmement sophistiqués, je n'ai rien à dire là-dessus. En tant que je suis tout à fait réjouie par la diversité des opinions. C'est ce qui permet de rendre plus nombreuses les chances d'accéder ensemble à la vérité, au moyen des discussions. Moi, oui. Oui, en ce qui me concerne, sur ce plan-là, je n'ai rien à ajouter. Monique a dit tout ce qu'il y avait à dire. Pour moi, c'est un non-sens absolu. Pour moi, de toute façon, la phrase n'a aucun sens. Donc, je ne sais pas quoi dire, ni pour ni contre, elle n'a aucun sens. Voilà. En revanche, je me permettais de revenir sur le premier point concernant la main, la caresse par la main. J'ai été très vite dans ce que j'ai dit concernant les travaux menés sur la neurophysiologie de l'action, mais je crois qu'il serait important de se pencher un peu plus sur la question, parce que si les travaux menés dans ce domaine sont exacts, cela signifie, si vous voulez, que le toucher
n'est pas simplement quelque chose qui relève de l'organe physique lui-même. Il y a tout un aspect périphérique, cérébral, tout un aspect moteur et une liaison entre le mouvement et l'action, vous voyez, qui intervient et qui explique d'ailleurs qu'éventuellement, une main qui serait gantée et donc qui aurait... Je voulais justement vous demander, Karine, si vous avez expérimenté ça, c'est-à-dire dans le contact physique avec les résidents, est-ce que pour faire les soins, très concrètement, vous mettiez des gants? Et si oui, est-ce que ça a changé quelque chose dans le ressenti, vous voyez, tactile des personnes? Parce que si les travaux auxquels je fais allusion sont corrects, théoriquement, enfin, les recherches récentes sur le toucher, l'anatomie, la neurophysiologie du toucher, ça ne devrait pas, au fond, avoir vraiment d'incidence. Une caresse, si elle est, vous voyez, avec une sorte de visée affective, même avec un gant, doit porter ses fruits. Voilà. Et si c'est exact, ça signifie que même dans une situation, vous voyez, où on considérerait qu'il faut faire des mesures barrières très strictes, ben, peut-être que l'emploi de certaines protections pourrait être un peu plus développé, parce que ça introduirait sur le plan donc, de la distance physique peut-être des moyens thérapeutiques auxquels on n'a peut-être pas complètement pensé. Voilà, bon, c'est juste une suggestion. Et c'est pourquoi il me semble qu'il est important de regarder de plus près, vous voyez, ces travaux. Hakim, si vous voulez répondre. Alors oui, effectivement, avant même la problématique de la Covid, pour dans le cadre des toilettes qui sont pratiquées à nos résidents qui sont plus dépendants, le port de gants est obligatoire, si vous voulez. Mais uniquement dans ce moment-là de la vie quotidienne. Pour tout le reste du temps, pour la restauration, pour les activités, pour les sorties, etc., les équipes ne portent pas de gants. Mais je suis assez d'accord avec ce que vous dites, le toucher est très important, et c'est vrai que le gant est une forme c'est une barrière, du coup il y a une distance, même s'il y a une proximité, dans l'intimité, il y a quand même une barrière par le port de cette protection, effectivement. Vous voulez intervenir, Claude? Oui, c'est la raison pour laquelle, en dehors de la pratique des toilettes, la solution hydroalcoolique est la bonne solution. Ouais. Qui évite cette barrière, justement, et qui garantit la protection. Alors, juste pour terminer, peut-être un témoignage et une question en même temps. Celle d'Emmanuel Constant Deschamps, du groupe SOS Senior, qui nous dit « Je rejoins M. Belkacem. En unité Alzheimer, où nous avons confiné globalement les unités et non pas individuellement en chambre, nous avons constaté moins de troubles du comportement. Le calme était très présent dans nos EHPAD, trop. On constate aussi une nette diminution des pathologies infectieuses habituelles à cette période. Quelles leçons en tirer pour la suite ?» Peut-être, je ne sais pas, Hakim ou Claude, à nouveau. Pour la deuxième partie de la question sur la prévalence des maladies infectieuses, c'est un constat assez logique, puisque oui, les mesures barrières, les solutions hydroalcooliques, dès lors qu'on les applique, sont un moyen d'hygiène qui évite la transmission de l'ensemble des germes. Bien sûr. Donc on aura probablement moins d'infections gastro-intestinales pendant cette période, on aura probablement moins d'infections pulmonaires virales notamment. Ça paraît assez... Et peut-être pour Hakim, alors les leçons, puisque vous évoquiez la créativité et les modes de fonctionnement que vous avez mis en place, est-ce qu'effectivement il y a peut-être des lignes d'action et des exemples à donner aux autres soignants et directeurs d'EHPAD peut-être? Alors oui, effectivement, dans les actions qu'on a pu mettre en place, qu'on a pensé avec les équipes, on a travaillé davantage sur de l'individuel, dans le collectif. D'accord ? Du coup, on a mieux pris en compte les besoins et les attentes de chaque résident, parce qu'en général, la prise en charge, elle est groupale, de façon assez limitée en individuel. Du coup, le fait de confiner par groupe, ça nous a obligés à s'interroger plus précisément sur chaque situation,
de chaque personne avec chaque problématique et chaque risque. Alors, sur la question de la meilleure santé des résidents qu'on a constaté, le fait de limiter les déplacements vers l'extérieur et avec d'autres, avec une équipe qui fonctionne autour des résidents avec toutes les protections qui vont bien, je pense que l'environnement est aussi et d'ailleurs fondamentalement un facteur qui peut poser des problèmes de santé aux résidents. Et le fait d'être confiné dans un lieu de vie que l'on connaît bien, avec des équipes qui connaissent bien les résidents et qui appliquent des règles d'hygiène rigoureuses, je pense que ça a très largement contribué à la fois à la bonne santé mentale et physique de nos résidents. Eh bien, merci à vous tous, à tous les intervenants de cette matinée pour ces réflexions riches, philosophiques et puis ces pistes d'action. Je retiens personnellement le masque transparent. Je pense que ça serait une très très bonne manière. Ça a l'air un petit peu comme ça anodin, bénin, mais pas du tout. Hein. De voir les gens sourire et c'est telle dimension de la personne qui disparaît sous le masque. Voilà. Alors la visière, c'est pas mal. Ça a l'air pas très pratique quand même de se trimballer avec ça. C'est un peu encombrant. Donc nous allons maintenant faire une pause déjeuner. Et puis nous nous retrouverons à 14h30 pour la 3e table ronde de la journée. Comment explorer les limites qui sont celles du vieillissement du cerveau et puis celles de l'intervention médicale et de son éthique. Je vous rappelle aussi que vous pourrez retrouver tous les débats, tous les exposés et les conversations que nous avons eues ce matin en replay sur la chaîne YouTube de la Fondation Partage et Vie. Et dès demain, elles sont disponibles. Voilà, je vous souhaite un excellent déjeuner et nous vous retrouvons tout à l'heure. Merci beaucoup.